Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Bras de fer entre le gouvernement et la Cour des comptes, tandis que dans son rapport annuel, le président Didier Migaud insiste sur un retour difficile à l'équilibre budgétaire. Le gouvernement, par la voix de Valérie Pécresse, conteste cette conclusion et affirme que les chiffres utilisés sont dépassés. Alors où est la vérité? Élément de réponse ce soir avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. C'est une journée marathon au palais de justice de Bordeaux pour Éric Woerth qui se poursuit encore ce soir. L'ancien ministre du budget risque une mise en examen pour financement illicite de partis politiques, voire pour recel d'abus de faiblesse dans le cadre de l'affaire Bettencourt. On parlera de ce sujet et d'autres avec les journalistes Pierre Aski de Rue 89 et Guillaume Tabar des Échos. Et puis c'est une grande messe incontournable pour les politiques. Le dîner du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, reçoit ce soir le président de la République, le candidat socialiste à la présidentielle et bien d'autres responsables. Il y a donc beaucoup de monde ce soir, mais pas tout le monde. Ni Marine Le Pen ni les partis à gauche de la gauche ne sont invités. Nous serons quant à nous en direct à la fin de ce journal depuis le pavillon d'Armenonville pour différentes réactions sur place et le discours de Nicolas Sarkozy. C'est tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il a passé toute la journée au tribunal de Bordeaux et il y est encore. À l'instant où je vous parle, l'ancien ministre et ex-trésorier de l'UMP est longuement entendu sur de possibles faits de financement illégal de partis politiques. Dans le cadre de la tentaculaire affaire Bettencourt, on ne sait pas s'il sera mis en examen, mais je vous propose tout de suite le rappel des faits de cette histoire, de cette affaire avec François Goulin. Plus de 10 heures devant les juges, Éric Woerth est interrogé depuis ce matin à Bordeaux par le magistrat chargé de l'affaire Bettencourt. Il doit répondre de plusieurs chefs d'accusation. En premier lieu, celui de financement illégal de partis politiques. L'ancien trésorier de l'UMP est suspecté d'avoir reçu de l'argent de la milliardaire Liliane Bettencourt, des sommes bien au-dessus du plafond légal pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est l'ancienne comptable de la famille Bettencourt, Claire Thibout, qui a mis en cause l'ancien ministre du Budget, évoquant des sommes de 50 000 puis 100 000 euros en liquide remises au trésorier de l'UMP. Éric Woerth est également suspecté d'abus de faiblesse puisqu'une expertise médicale a montré que l'héritière de L'Oréal souffre de troubles mentaux et ce depuis 2006. Il est donc suspecté d'avoir profité de cette démence. Enfin, les juges s'intéressent de près à la femme d'Éric Woerth, Florence, qui travaillait aux côtés de Patrice Demestre, l'homme en charge de la fortune de Liliane Bettencourt, celui-là même qui aurait remis l'argent à Éric Woerth. Patrice Demestre a d'ailleurs reçu la Légion d'honneur des mains du ministre la même année. Ce volet du dossier constituerait un trafic d'influence ou du favoritisme. Elle a devancé ce matin les critiques attendues de la Cour des comptes. La ministre du Budget, Valérie Pécresse, conteste les chiffres du rapport 2012 qu'elle qualifie de dépassés. Ces mêmes chiffres qui ont permis à la Cour des comptes et à son président, Didier Migaud, de lancer un avertissement au gouvernement afin d'accélérer les efforts de réduction des déficits. Les détails avec François Goulin. Un avertissement qu'adresse la Cour des comptes au gouvernement. Son volumineux rapport annuel épingle la politique encourageante mais très insuffisante de réduction des déficits publics. En ligne de mire, les plans d'austérité répétitifs, jugés anxiogènes, alors que la dette ne cesse d'augmenter et menace de dépasser les 90% du PIB en 2012. Principale solution préconisée par la Cour et son premier président Didier Migaud, s'attaquer aux quelques 500 niches fiscales qui ont fait perdre à l'État 73 milliards d'euros l'année dernière. Nous avions estimé cet effort à de l'ordre de 10 milliards d'euros. Nous disons qu'il faudrait vraisemblablement aller de l'ordre de 15 milliards pour qu'on ait une réduction nette de ces dépenses fiscales de l'ordre de 10 milliards d'euros. La niche dite Girardin est notamment pointée du doigt. Cette défiscalisation, déjà critiquée en 2010 par les magistrats, permet aux contribuables aisés de réduire leurs impôts en investissant dans les dom-toms. La Cour des comptes s'invite dans la campagne présidentielle. Tout reste à faire pour assainir les comptes publics. Valérie Pécresse, la ministre du Budget, voit dans ce rapport un sévère avertissement à François Hollande, dont le programme ne contient, selon elle, ni économie, ni réforme structurelle.
Et sur ce sujet, notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, est-ce que ce rapport annuel de la Cour des comptes, est-ce qu'il peut servir pour les candidats, puisqu'il intervient en pleine campagne présidentielle? Disons, ça m'étonnerait parce que, à moins que l'un des candidats veuille ne pas être élu, ce qui est toujours possible, rare. mais ça me paraît assez rare. Bon, le rapport de la Cour des comptes, chaque année, est un pavé. Mais cette fois-là, c'est vraiment un pavé dans la mare des présidentielles. Parce que c'est d'autant plus qu'il insiste sur les efforts à faire dès les débuts du prochain quinquennat, dès 2012. Il va falloir faire des efforts considérables si on veut éviter les dérapages. Alors, il s'est gré à la majorité actuelle, au gouvernement actuel, d'avoir réduit le déficit 2011. D'ailleurs, ce matin, Mme Pécresse faisait le bilan au Conseil des ministres. On a gagné 1,5 point de PIB en matière de déficit, c'est-à-dire 30 milliards d'euros, ce qui est quand même absolument considérable, surtout en période de ralentissement de la croissance qui n'était pas prévue. Mais le rapport souligne que les progrès ont été faits surtout grâce à une augmentation des prélèvements fiscaux et qu'on arrive à un point où on ne peut pas continuer de cette façon puisque l'année prochaine, on arrivera à 44,5% de prélèvements, ce qui est considérable. Et si on continue à ce rythme, à la fin de l'année 2012, on sera à 90% de dette par rapport au PIB, et en 2015, on sera à 100% de dette par rapport au PIB, et le rapport de la Cour signale que jamais on n'aura vu un tel écart entre l'Allemagne qui sera à 80%, alors que nous, on sera à 100%, ce qui est absolument insoutenable. Étant donné qu'on ne peut pas continuer à augmenter les prélèvements, la Cour signale qu'il faut d'abord axer sur la question des dépenses. Donc d'un côté, si vous voulez, ce pavé dans la mare est une pierre dans le jardin de M. Sarkozy en disant vous n'êtes pas allé assez vite, mais c'est aussi une pierre dans le jardin de François Hollande parce qu'effectivement, il n'y a pas dans son programme une réduction drastique des dépenses et il dit que les réductions prévues par M. Sarkozy ne sont pas précises. Elles ne permettent pas de convaincre que l'on va pouvoir aller à 3% de déficit du PIB comme il le prétend. Alors si ce rapport insiste justement sur le volet des dépenses, est-ce qu'il y a bien des idées à prendre précises justement sur ces dépenses sur lesquelles on peut intervenir, on peut jouer? Alors justement, il pêche sur la précision. Alors il y a deux choses dans le rapport. Il y a l'affaire des niches fiscales qui vient d'être abordée dans le reportage. Il dit, je précise en plus que, il dit, d'après le gouvernement, on réduira de 5 milliards. Et moi, je ne veux pas aller à 5 milliards, je veux aller à 15 milliards de réduction de ce qu'il appelle les dépenses fiscales. Et puis, il y a la réduction des dépenses. Et il en cite effectivement un certain nombre qui sont surtout des dépenses sociales. D'abord, il faut geler le point de la fonction publique. Deuxièmement, il faut en finir avec l'indexation des retraites sur les prix. Ça ferait mal quelque part relettré. Il faut augmenter le reste à charge pour les assurés sociaux, etc., etc. Mais tout ceci, aucun de cela, n'est chiffré. Donc on ne sait pas très bien où ça va aller. Donc le rapport, il est flou aussi. Le rapport est un peu flou. On ne sait pas s'il y a là-dedans, 30 milliards d'euros qui sont réclamés par la Cour la Cour des comptes. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. La suite du 22h à présent. Et je vous rappelle que juste après ce journal, vous pourrez suivre depuis le pavillon d'Armenonville à Paris le dîner annuel du CRIF auquel se sont rendues de nombreuses personnalités politiques, dont le président socialiste du Sénat qui a notamment réagi sur un rendez-vous à venir avec les élus locaux. Ça va se passer à l'Élysée, ce sera ce vendredi. Le thème, il est important justement, Jean-Louis, on en reparle, c'est la réduction des déficits. On écoute Jean-Pierre Bel sur ce sujet, il est au dîner du CRIF. Si il s'agit d'un rendez-vous avec le président de la République, le gouvernement sur la question des collectivités locales, bien sûr nous serons présents. Néanmoins, s'il s'agit de parler dans les termes qui ont été utilisés par le président de la République lors de son intervention télévisée en direction des collectivités locales qui, dans le fond, reprenait une rengaine que nous avions connue, nous les sénateurs, et qui avait peut-être amené l'alternance au Sénat. S'il s'agit de stigmatiser les collectivités territoriales, bon, il est clair que pour nous, cette rencontre aura un autre contenu. Voilà, Jean-Pierre Bel au micro de Jean-Philippe Lefebvre et on retrouvera donc ce dîner et le discours du président de la République juste après le 22h. Pour l'instant, nous allons parler de toute autre chose dans ce journal, mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. Nicolas Sarkozy demande à Dimitri Medvedev de soutenir le plan de la Ligue arabe pour la Syrie.
La médiation russe d'hier n'a convaincu personne, surtout pas Paris ni Londres. Ce matin, Alain Juppé a déclaré ne pas croire aux engagements pris par Bachar al-Assad sur la fin des violences dans son pays. Et en effet, en dépit de ses promesses, les massacres continuent. À Homs, la répression a encore fait 50 morts aujourd'hui. La femme du président syrien est sortie de son silence. Dans un email envoyé au Times, Asma al-Assad affiche son soutien à son mari. Il a été libéré le 18 octobre dernier après 5 ans de captivité. L'ex-otage du Hamas, Gilad Shalit, et ses parents ont été reçus à l'Elysée ce matin. Raccompagné par le président sur le perron, le franco-israélien, visiblement affaibli, n'a pas fait de déclaration. Son père a lui exprimé son émotion d'être reçu par le président français. Un constat préoccupant. 5 ans après un premier rapport, la Cour des comptes s'inquiète d'une mortalité infantile qui stagne en France. L'Hexagone est passé du 7e au 20e rang européen en 10 ans. La particularité française, c'est qu'on a atteint un plancher alors que les autres pays continuaient d'avoir un taux de mortalité qui baisse. Dans son rapport, la Cour des comptes dénonce un effort de prévention très insuffisant en direction des femmes en situation de vulnérabilité. Et pour parler de la riche actualité politique ce soir, je vous présente avec plaisir nos invités du 22h. Pierre Aski, bonsoir. Bienvenue, directeur de Rue 89. J'en profite pour présenter ce très beau mensuel Rue 89. Libérez-vous la malbouffe avec cette très belle une. Et hop, la surprise. Un DVD également, en plus en bonus. Avec nous également notre chroniqueur Guillaume Tabar. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Également éditorialiste aux Échos. Et ce soir, pour nous accompagner et croquer justement cette actualité politique, il est directeur de la publication et caricaturiste chez Charlie Hebdo. Charb, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous allez être inspiré, vous pensez par la Toujours. Toujours, on est obligé. On va commencer par parler d'Éric Woerth qui est entendu depuis 9 h ce matin dans le tribunal de Bordeaux, dans l'indifférence générale. Guillaume Tabar, oui, il n'y a pas beaucoup de réactions politiques ce soir pour cet ancien ministre du Budget. Est-ce que c'est dû à la complexité de l'affaire Pour l'ensemble, c'est quand même que l'audition n'est pas terminée. Moi, ce qui étonne quand même, c'est que depuis hier, enfin depuis qu'on sait qu'il a cette convocation chez le juge, on parle d'ores et déjà de sa mise en examen annoncée. C'est-à-dire qu'on n'attend même pas qu'il soit entendu, que le juge prononce. Donc on dit, vous savez, j'ai même lu des articles hier disant qu'il avait été mis en examen. Alors que pour aucun des volets de l'affaire Bettencourt, pour l'instant, il a été mis en examen. Il va peut-être l'être ce soir, on va le voir dans le volet sur lequel il est entendu. Mais voilà, comme toujours, on va un peu vite en besogne. L'audition est longue, mais attendons au moins qu'elle s'achève. Pierre, est-ce que vous vous souvenez combien il avait parlé cette affaire? Un peu moins. Déjà, Charb, Woerth, tout le monde s'en fout. Il n'a pas ses 500 signatures. il aura au bout la signature du juge d'instruction, ce qui sera peut-être la plus embarrassante. Mais je trouve quand même que bon, c'est inattendu parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle ressurgisse comme ça. En tout cas, moi, je ne suivais pas cette affaire d'aussi près. C'est évidemment embarrassant d'avoir ce boulet pour Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a quand même les affaires de financement de la campagne précédente qui pèsent. Et donc, voilà, c'est quand même un des éléments qui Ça risque... peut avoir une incidence, justement, sur la campagne et jaillir ou rejaillir sur certains? Il y a quand même un climat d'affaires qui accompagne Nicolas Sarkozy depuis des mois, entre Karachi, Bettencourt, etc. Je ne pense pas que ce soit un élément déterminant dans le choix des électeurs. On est quand même dans du lourd avec l'économie. Donc, il y a deux choses. D'une part, c'est qu'effectivement, alors on peut le déplorer, mais les affaires judiciaires, financières, concernant les partis, etc., n'ont jamais eu aucun effet électoral. On peut rappeler tout ce qui avait concerné Jacques Chirac, qui n'a jamais nui à sa popularité, même si c'est une popularité tardive. Bon, ensuite, sur l'affaire elle-même, là, je pense que tout le climat... Enfin, Pierre Aski parle du climat d'affaires. Bon, excusez-moi, mais en matière judiciaire, il n'y a pas de climat d'affaires. Il y a une affaire sur laquelle il y a des instructions, et ensuite éventuellement des procès qui concluent. Oui. Non, c'est pas une question de prudence, c'est que quand on prend depuis toutes ces années, toutes ces décennies même, pardon, le nombre d'affaires qui sont conclues par un non-lieu, d'ailleurs que ce soit pour des gens de gauche ou comme des gens de droite, bon, mais pour qui... Voilà, Woerth menace, voilà. Si Sarko me lâche, je rejoins Bayrou signé Charb. Oui, il y en a beaucoup qui rejoignent Bayrou en ce moment. Il y a eu quelques affaires politico-financières qui ont été jusqu'à leur terme et qui ont donné lieu à des condamnations.
Je pense au marché de l'Île-de-France, bien sûr à la ville de Paris. Mais combien d'autres affaires se sont conclues par des non-lieux? Oui, mais sans entrer dans les méandres judiciaires, vous avez quand même les photos de Copé avec les intermédiaires de l'armement, le climat de connivence de certains milieux qui ont été révélés par toutes ces affaires, déteint, je trouve, de manière très négative sur la classe politique tout entière et pas En seulement général, un camp. Est-ce qu'il y a un dans délit d'amitié? l'actualité. Avec des marchands d'armes qui font les intermédiaires et qui s'occupent des rétrocommissions. Dans oui, l'actualité, oui, Nicolas tout à fait. Sarkozy, pas encore candidat, mais ça y ressemble beaucoup. Le QG de campagne est pris, ça sera dans le 15e arrondissement. Depuis longtemps, tous ces discours ont quand même un accent de campagne. La salle de Bercy, nous dit-on, est réservée, on n'est pas sûr. Guillaume Tabar, on attend une annonce de candidature le 19, Alors le 20. ça on l'attend, c'est sûr. Non, mais- Maintenant, là, il y a la question du calendrier. Vous avez la date. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le suspense va encore durer quelques jours et que du coup, dans cette phase de suspense, eh bien, tous les pronostics, tous les paris, toutes les rumeurs circulent. Vous l'avez cité, le coût de la location de la salle de Bercy. Vérification faite, la salle n'est réservée ni par Nicolas Sarkozy, ni par aucun parti politique. Et quand on creuse un peu et qu'on interroge un peu aussi dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, on se rend compte que ce qui est prévu, c'est de commencer d'abord par un meeting en province d'abord, et que le grand rassemblement parisien, qui aura lieu pour le coup soit à Port de Versailles, soit à Villepinte, aura lieu plutôt vers la mi-mars. Il est inquiet, ou la Guillaume fin Tabar, mars. pour ses candidat si j'ai mes 500 signatures. Ah, on ne sait pas. Maintenant, c'est le bluff. Tout le monde Tout le monde bluffe. bluffe. Voilà, le suspense sera peut-être levé, en tout cas au plus tard le 16 mars, parce que c'est la date limite Donc, pour les vous nous signatures. confirmez, parce que je sais que vous avez aussi des contacts, vous nous confirmez que ce sera 10 semaines dans tous les cas de campagne Oui, pour Nicolas Sarkozy. oui, le seul point qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy, qui voulait vraiment attendre le plus tard possible, au mois de mars, entre le 5 et le 15 mars, ne pourra sans doute pas tenir au-delà de la fin février. 10 semaines, Pierre Aski, Oui. pour renverser la tendance émission. Soyons clairs, le mot suspense, je pense, est un petit peu excessif et un peu théâtral. Il est déjà en campagne. Alors, il ne l'est pas officiellement, mais c'est pour ça que les 10 semaines, c'est les 10 semaines de campagne formelle. Le président est absolument convaincu que ça lui suffira pour gagner. Il a, paraît-il, un moral d'acier, ce qui n'est pas le cas de son entourage. Et 10 semaines, mais voilà. Mais vous reconnaissez que c'est un bon candidat. Ah ben bien sûr, il l'a Donc prouvé la en mission 2007. est compliquée, mais peut-être pas impossible. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'aujourd'hui, tant que Hollande reste un bon candidat, et pour l'instant, il a fait depuis son meeting du Bourget un quasi sans faute, et il continue à se renforcer dans les sondages, je pense que Nicolas Sarkozy va ramer à contre-courant et va avoir beaucoup de mal. Nous avons la date. Sarkozy va se présenter le 7 mai. Le jour même. Ça arrangera tout le monde, Mais finalement. À Pôle emploi. Ah, Ce qui est intéressant pour vous des sondages, Pierre Asquet soulignait, François Hollande non seulement se maintient, mais même a tendance même encore à progresser dans toutes les enquêtes. Simultanément, Nicolas Sarkozy aussi progresse. Et on est parti, souvenez-vous, lorsqu'on discutait ici même, il y a à peu près 3 semaines ou un mois, on évoquait un match à 4 entre François Hollande, Nicolas Sarkozy, Il est François dépassé ce Bayrou match, c'est un et Marine Le duel Pen. qui se resserre. Il n'est pas encore dépassé, mais le fait est que Marine Le Pen, alors c'est contradictoire, elle se maintient à un niveau assez élevé, mais en tout cas, il n'y a plus de percée. Et quant à François Bayrou, qui avait pas mal François Bayrou, progressé, c'est assez lui, rare. par contre, Justement. il a tendance Pierre, vraiment à comment vous reculer expliquez nettement. un peu ce Enfin, réellement, en tassement tout cas. de Marine Le Pen, de François Bayrou? Alors, François Bayrou, c'est différent. Je pense que François Bayrou a bénéficié du doute qui a émergé à un moment, y compris à gauche, sur la campagne de François Hollande. Il faut dire qu'entre la désignation de François Hollande à la fin de la primaire et le meeting du Bourget, il y a quand même eu une séquence de flottement, de gaffes, de bourdes parfois, qui a commencé à faire douter, y compris à gauche. Je crois que depuis le meeting du Bourget, c'est exactement le contraire qui se passe. Et ceux qui étaient allés vers Bayrou en se disant il peut être un recours parce que nous on a un mauvais candidat sont aujourd'hui revenus dans le vote utile, Oui, parce dans le vote que Hollande c'est le vote utile par excellence de ceux qui veulent voir partir Sarkozy. Ouais, et puis je crois que François Bayrou a fait une erreur tactique. Il a progressé, même percé, à un moment où, comme vous le disiez, il y avait un Vous doute parlez du moment, sur François Bayrou. Hollande. Et puis aussi,
François Hollande a su rappeler qu'il avait été le premier à prononcer le mot dette dans la campagne, celle de 2007 déjà. Bon. Mais au moment donc, où il a ce contexte favorable... Hollande progresse, je vais finir à gauche. Ça va faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon, il l'attend de pied ferme. Je crois qu'il peut attendre longtemps. Vous avez été un peu dur, là, il avait un peu plus maigri là, sur la caricature. Il a repris il reste ses lunettes. avec les sondages, il a tendance. Guillaume. Et donc oui, pardon, François Bayrou, donc, au moment où il avait ce contexte favorable, aurait pu accélérer. Quand je dis accélérer, ça veut dire mettre des idées dans la campagne. C'est-à-dire que montrer qu'il avait un programme sérieux, travaillé, argumenté, etc. Or, il a cru qu'il suffisait de se laisser porter par ces vents favorables pour continuer à progresser. Maintenant, il n'a pas mis de carburant. Il a parlé d'éducation, il va en faire un thème prioritaire. Il a fait une convention sur l'économie. Oui. Je veux dire que le chiffrage de son programme est encore bien plus flou que celui de François Hollande. C'est dire pour non, parce qu'on a peut-être parlé, mais... Oui, c'est-à-dire que chez François Hollande, il y a beaucoup de précisions dans les recettes nouvelles, les impôts nouveaux pour les ménages ou pour les entreprises. Mais sur la réduction des dépenses, sur les économies à faire, là par contre, il y a beaucoup de flou. Il y a aussi évidemment Marine Le Pen. Vous voulez réagir à François Bayrou? J'allais parler de Marine Le Pen. Allez-y alors. Oui, parce qu'elle est dans une autre situation et je pense que le fait qu'elle se maintienne est peut-être même sous-estimé par rapport à la réalité. Parce que quand même, ce qui remonte de tous les reportages, de tout ce qu'on fait sur le terrain, c'est quand même un vent favorable à Marine Le Pen. Parce qu'elle avait un vent favorable quand elle parlait de la sortie de la zone euro. Là, ça se passe, je ne dis pas que ça va mieux, ça se passe un peu mieux quand même sur le marché européen, marché obligataire pour certains pays, pas pour la Grèce bien sûr. Est-ce que vous ne croyez pas que le vent est un petit peu tourné et que ça l'a un petit peu... Je ne crois pas. Je crois qu'elle bénéficie encore du rejet de la classe politique et du fait que aucun candidat, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, ne soit aujourd'hui en mesure de présenter une formule toute faite pour sortir de la crise en disant voilà la recette, on y va. Et elle, comme elle est dans la posture de celle qui ne va pas gouverner, elle peut dire des choses qui effectivement sont des solutions simples, voire simplistes, et qui peuvent entraîner l'adhésion de ceux qui sont les déçus du système. Oui, mais en même temps, on voit bien comment Marine Le Pen, maintenant qu'elle a atteint ce niveau élevé, veut aussi se construire une crédibilité. Et comment on voit, elle est un peu gênée aux entournures entre ce discours contestataire, tonitruant, qui avait permis son succès, et puis cette volonté d'apparaître à son tour comme étant gestionnaire, avec un vrai programme. On voit que symétriquement, Jean-Luc Mélenchon, lui au contraire, il hausse de plus en plus le ton, avec des formules virulentes, y compris à l'égard des personnes. Je voyais hier ou avant-hier, il traitait Laurence Parisot de buse. Bon. Le FN sortira de la zone euro et de la zone démocratique. Et voilà, et c'est intéressant de voir si Jean-Luc Mélenchon, dans la phase où on est, va ou non progresser. Pour l'instant, ça semble plutôt parti pour. On poursuit, donne juste cette information, Pierre Aski, puisqu'on en parlait tout à l'heure ensemble, puisque Éric Woerth, donc, qui semble-t-il vient de sortir du tribunal, qui est donc mis en examen pour trafic d'influence passive, donc par les juges bordelais ce soir, après une audition qui a débuté depuis 9h ce matin. Passive, c'est bien la preuve qu'il ne travaillait pas. Pierre Aski. Oui. Ses dessins font rire, mais ses commentaires sont terribles aussi. C'était juste un mot sur Mélenchon, qui est en train de faire peut-être le parcours de fourmis qui progressent. Ses meetings sont très impressionnants. Il remplit des salles. Il était à Lyon hier soir. Il attendait 8000 personnes. Il y en avait plus de 10 000. Il y a une ferveur. Et il va faire un score qui va faire pâlir de jalousie les dirigeants, les candidats communistes des élections précédentes, et qui lui permettra quand même de peser d'une certaine mesure. Alors après, qu'est-ce qu'on fait de 10 ou 12% lorsque on a quand même à négocier aussi des accords de circonscription, etc. Ça reste à voir. Mais en tout cas, il existe. Oui, d'ailleurs, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas, vous allez me dire si c'est le cas, qui attaque beaucoup moins François Hollande. Sa cible, c'est plus Marine Le Pen. Il s'est clairement déporté. C'est l'extrême qui est son adversaire. Et puis, il est solidaire avec sa gauche. C'est pas qu'il s'est déporté, c'est qu'il s'est rendu compte que l'électorat qu'il visait et auquel il voulait s'adresser prioritairement, cet électorat-là, aujourd'hui, vote pour Marine Le Pen. Quand on regarde l'électorat ouvrier, je crois que environ 33 ou 35% votent ou disent vouloir voter pour Marine Le Pen et à peine 5% pour l'instant pour Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a un problème quelque part. Celui qui se veut le héros de la gauche ouvrière, les ouvriers votent pour le FN. Donc il a compris qu'il y avait un danger et qu'il fallait
qu'il attaque Marine Le Pen d'un côté et puis qu'il récupère cet électorat-là. Et d'ailleurs, François Hollande pourra le remercier si Mélenchon arrive à récupérer une partie du vote ouvrier, parce qu'il restera peut-être à gauche au deuxième tour, alors qu'il avait toutes les chances d'être attiré par cette mouvance populiste de Marine Le Pen. Mais c'est pas dit qu'il y arrive. Oui, une question plus générale sur la campagne. Guillaume Tabar, est-ce que vous pensez, Pierre Aski, qu'il peut y avoir encore une surprise, un faux pas, un dérapage? On avait parlé, Nicolas Sarkozy pariait, apparemment à tort, sur un petit peu un dérapage de François Hollande. Il n'a pas eu lieu, il n'aura peut-être probablement pas lieu. Est-ce qu'il est possible toujours qu'il y ait une surprise? Bien sûr, et je crois que vous avez dit, est-ce qu'il peut encore y avoir une surprise? Je dirais plutôt que le temps des surprises peut commencer, parce que la campagne, elle va commencer maintenant. Et les surprises, ça peut être bien sûr des surprises. Un dérapage d'un candidat, ça peut arriver et ça, on ne peut pas le prévoir. Ça peut être un événement imprévu. Souvenez-vous de la campagne de 2000. Attendez, la surprise de Charles, elle est de taille. Un deuxième tour entre Mélenchon et Hollande. Ça, c'est un cauchemar pour certains. Pour tous les autres. Pour tous les autres, oui. Si j'ai bien compris, ça fait un candidat de droite contre un candidat de gauche. Oui, c'est ça. Je l'ai bien compris. C'est comme ça que je le voyais. Pierre Aski, toujours des surprises? Oui, bien sûr. Et je pense que, vous voyez, regardez ce qui s'est passé ces 2 derniers jours autour de Guéant et de ce brouhaha parlementaire autour de cette affaire, de cette déclaration du ministre de l'Intérieur. C'est le genre d'affaire qui peut se reproduire encore 50 fois. Là, je pense que voilà, l'affaire a été circonscrite, même si elle a fait beaucoup de bruit. Mais je pense qu'on est trop tôt dans la campagne, sans compter qu'il y a quand même un contexte international qui fait que là encore il peut y avoir énormément de surprises, que ce soit dans la zone euro, on est quand même, regardez la situation grecque est quand même pas réglée, on a l'influence de ces événements de la zone euro, plus un contexte international qui est quand même extrêmement tendu entre la Syrie et Une petite information, parce qu'elle nous arrive en direct, ça se passe au dîner annuel du CRIF, qui a lieu en ce moment au pavillon d'Armenonville. Il y a évidemment le président de la République et le candidat socialiste qui se sont serrés la main, ça nous paraît normal, et ils ont posé ensemble tout sourire devant les caméras. Le sourire avant la bataille. Guillaume Tabar, justement en parlant de Nicolas Sarkozy, juste un mot, ces thèmes de campagne, il a parlé hier de la politique familiale, il va se concentrer sur les valeurs. Alors, c'est son discours, parler des valeurs. Alors, dans la tactique de Nicolas Sarkozy, il veut opposer les valeurs au sens où elles incarneraient une forme de permanence de la France à ce qu'il appelle l'idéologie de la gauche. Il a parlé de la famille hier, il va parler d'éducation, même sur la question du nucléaire, il sera demain à Fessenheim. L'idée, c'est de montrer que, il y a une sorte de continuité de l'action de l'État et que le programme de François Hollande viendrait créer des ruptures qui viendraient mettre à mal finalement le pacte français. Idéologie. Je croyais que c'était Guéant qui parlait des valeurs. Non, il les a pris dans l'autre sens. Non mais c'est drôle que vous disiez ça parce que Guéant, qui est quand même la doublure de Nicolas Sarkozy, a incarné l'antithèse des valeurs que vous voyez, c'est tellement symbolique des petites combinaisons électorales où on va parler aux étudiants de l'UNI. L'UNI, c'est quand même les petites frappes du mouvement étudiant. Et on va leur dire... avait nous lorsqu'on était jeunes, hélas. Parce que vous pensez qu'ils sont devenus maintenant sociodémocrates. Sociodémocrates, certainement pas, mais c'est un syndicat étudiant de droite, point. Oui, mais allez voir ces gens qui sont à droite de l'UMP et allez leur dire toute la civilisation ne se valent pas. Et quand on vient ensuite pour s'expliquer, on dit non, on visait pas la civilisation musulmane, on visait la religion musulmane. On est dans un... Mais il n'a pas dit ça non plus. On est dans un... Mais si, il l'a dit sur Canal+. La phrase texto, il y a en termes de valeurs... la religion musulmane. Mais si, il a dit le problème, c'est la religion musulmane. Il l'a dit sur Canal+. Mais on est dans un flou et une confusion des valeurs. Quelles sont les vraies valeurs que défend aujourd'hui Nicolas Sarkozy? Charb, un bon mot. Souvenons-nous des bons côtés de la civilisation occidentale. Il a fait un petit tri, notre ministre. Non, il n'est pas grec. C'est tellement, non? Charb, le mot de la fin. Oui. Allez-y, vous voulez dire un mot sur votre... Non, mais il a fait un petit tri dans les bons côtés de la civilisation occidentale. Il a oublié les colonels grecs, par exemple, il a oublié la Shoah, il a oublié plein de Vous êtes là pour le rappeler. Le mot de la fin, Guillaume Tabar? Oui, non, je trouvais que cette affaire était révélatrice parce que Guéant dit le mot civilisation, tout le monde part en flammes, en flèches, etc. Abomination de la désolation, scandale, la République vacille.
24 heures après, ça y est, on est passé à autre chose. Justement, on en a beaucoup parlé, on passe à autre chose. Merci messieurs, merci Pierre Aski, Guillaume Tabar, Charb, restez avec nous. Avant de clôturer ce journal, je vous présente nos hebdos à découvrir demain dans vos kiosques. Mais une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par un mensuel, c'est Marie-Claire et des photos dans Marie-Claire pour dénoncer le sexisme. Et pour cela, des femmes de pouvoir, vous allez le voir, se sont déguisées en hommes le temps d'une séance photo avec cette question. Si j'étais un homme, aurait-on traité ainsi? Vous aurez peut-être reconnu, voilà, vous le voyez, mais là, elle est encore en séance de préparation. Rachida Dati qui se transforme en homme, ou encore Anne Hidalgo et d'autres encore femmes de pouvoir pour poser contre, pour dénoncer le sexisme. Oui? Non, ça vous convainc pas? C'est intéressant. Ça fait réfléchir. Vous savez ce qu'elles ont dit? Elles vont voir si les hommes vont pouvoir se déguiser en femmes le mois prochain, justement, pour dénoncer le sexisme dans l'autre sens. Vous êtes partant? Chiche. Ouais. Alors, le point, autre hebdo, avec une enquête sur l'écart des salaires, le scandale avec ceux qui gagnent trop et ceux qui ne gagnent pas assez, à découvrir dans votre hebdomadaire Le Point. L'Express qui consacre sa une au call girl de l'affaire du Carlton au réseau étranger, enquête dans le monde des escortes. Et enfin, le Nouvel Observateur s'intéresse au secret de la mémoire qui nous joue parfois des tours. Pourquoi et quelles sont les nouvelles découvertes de la science? C'est à lire dans le Nouvel Observateur. Merci messieurs, c'est la fin de ce journal. J'étais ravie de vous recevoir. Nous allons nous rendre à présent, direction tout de suite le pavillon d'Armenonville qui